On va revenir, si vous le voulez bien, sur ce drame, la découverte du corps de la jeune Siem, 18 ans. Rappel des faits avec Karine Bouteloup et Solène Boulan. Et on partira sur place ensuite. C'est dans la commune des Salles du Gardon, située dans le Gard, que les enquêteurs ont découvert le corps de Siem cette nuit, non loin du lieu de sa disparition. Le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé en bordure d'un chemin, grâce aux aveux du principal suspect. Ex-compagnon d'une cousine de Siem selon une source proche de l'enquête, l'homme est passé aux aveux hier soir en garde à vue, comme l'indique la procureure de la République de Nîmes. Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité. Pour l'avocat de la famille de la victime, les déclarations du meurtrier présumé n'ont pour l'instant pas été confirmées par les proches de Siem. Cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Après ces aveux et la découverte du corps, le principal suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. La famille de Siem indique quant à elle placer son entière confiance dans l'institution judiciaire pour connaître et comprendre les circonstances de son décès. Voilà pour les faits dramatiques. On va rejoindre nos envoyés spéciaux sur place dans le Gard, Stéphanie Rouquier et Alexandre Menguez. Vous avez rencontré les habitants de la petite commune dans laquelle vivent les parents de Siem. Ils sont sous le choc et ils sont en colère. Oui, Laurence, les habitants de ce lotissement où vivaient Siem, ses parents et sa grand-mère ressentent une vive douleur et de la colère. Alors depuis ce matin, ses amis, ses proches, ses voisins, ils se relaient dans 2 salles communales pour accompagner les membres de la famille de Siem dans leur douleur. Beaucoup nous expliquent qu'ils ne s'attendaient pas à ce drame, mais ils espéraient qu'à tout moment, la jeune femme revienne saine et sauve. D'autres, avec de la rage, nous ont expliqué qu'ils ne comprennent pas pourquoi cet homme de 39 ans qui a avoué le meurtre de la jeune femme, pourquoi cet homme était libre avec le lourd passé judiciaire qu'il avait. Une autre proche de la famille m'expliquait hier, quand j'ai pu rencontrer ses parents, il m'expliquait que cet homme de 39 ans, elle a qualifié de voyou dangereux. Elle était sûre que cet homme était dans le coup, vu qu'il était connu déjà pour séquestration et violence. Toute la soirée, ses proches vont se relayer auprès des parents de Siem. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier et Alexandre Menguez dans la ville des Salles de Gardon. Commissaire Vallet, c'est une affaire terrible qui se solde par la découverte du corps de cette jeune fille avec un homme qui a avoué et qui a un pédigré quand même assez intéressant, si on peut dire, avec 13 condamnations à son actif. Oui, d'abord, j'ai une pensée pour la famille de Siem. C'est cette jeune fille qui était scolarisée dans un lycée professionnel à Alès. J'ai échangé avec les policiers du commissariat d'Alès qui connaissent bien, souvent les policiers, des gens qui habitent dans le ressort de leur circonscription. La famille avait déposé plainte pour disparition inquiétante dès le jeudi 26 janvier au commissariat d'Alès et les gendarmes ont pris le relais puisque c'est en zone gendarmerie. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que malheureusement, le profil de cette personne qui est accusée des faits graves qu'on évoque sur le plateau n'est pas inconnu des services de police, comme d'habitude, si j'ose dire. Malheureusement, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes profils, les mêmes antécédents, avec les mêmes conséquences. Et tant qu'on continuera à compter les victimes et qu'on ne prendra pas des dispositions politiques fortes pour enrayer ces multirécidivistes qui sont un cancer pour la société, malheureusement, on continuera à évoquer et à commenter ces faits d'insécurité, ces faits de violence qui sont sordides et qui, malheureusement, plongent dans l'effroi et dans le drame absolu ces victimes et notamment ces familles qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer la perte de l'un des proches, l'un des membres de famille. Ce qui est en question aussi, François Pupponi, c'est les peines d'emprisonnement. Combien de temps on reste en prison? Est-ce que la justice est assez sévère? Ce sont toutes ces questions qu'on entend à chaque fois ressurgir dans le débat. C'est ça qui est incompréhensible pour les Français, parce qu'on dit qu'il était condamné à 12 ans, il n'en a fait que 5 ou 6. Là, il n'était pas en préventive alors qu'il était convoqué de nouveau aux assises pour des faits graves. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui aurait dû être en prison. Et ce qui est difficilement compréhensible pour les Français, c'est qu'en plus, il n'y a pas d'explication. Les procureurs, lorsqu'ils font leur conférence de presse, ils disent « c'est comme ça ». Il n'y a pas beaucoup d'empathie. Il n'y a pas beaucoup, entre guillemets, presque d'autocritique pour dire effectivement. Et ça, c'est devenu insupportable. Et donc, tant qu'on n'aura pas une justice, entre guillemets, plus sévère, et lorsqu'elle prend une décision de libérer quelqu'un qui a été incarcéré et qui sort de prison après avoir fait sa peine, d'expliquer le comment du pourquoi, il y aura un fossé qui sera insupportable entre les citoyens et sa justice. Et ça devient... les gens ne l'acceptent plus. On voit la colère des proches de cette jeune fille, et on peut le comprendre.
comment voulez-vous accepter qu'une jeune fille soit morte par quelqu'un qui aurait dû être en prison au moment où il l'a tué. Et personne ne va vraiment leur expliquer, en fait. On leur dit, c'est comme ça. Ok. Éric Nolot. Beaucoup d'émotions et beaucoup de questions. Beaucoup d'émotions, on essaie de se mettre à la place de la famille, et bien sûr, on n'y arrive pas. Et beaucoup de questions. Est-ce que si on avait sévi contre cet homme, je parle de le mettre en prison, même pour des délits évidemment moins graves, est-ce qu'on aurait pu contrarier la fatalité ? Comment se fait-il que cet homme, avec le pédigré qu'il a, comparaisse libre, puisqu'il était sur le point de comparaître libre, dans une autre affaire ? C'est incompréhensible. Et ensuite, la réduction de peine, évidemment qu'il faut une réduction de peine, sinon vous transformez les gens en animaux sauvages, mais est-ce qu'il ne faut pas la baser sur des critères plus sérieux, mieux apprécier la dangerosité d'un individu ? Puisque là, quand même, il bénéficie d'un quart de réduction de peine, même plus que ça, d'après ce que disait M. Pupponi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une remise à plat du système qu'il faut faire. Je fais écho aux propos du commissaire Vallée, et je crains fort que ça ne soit pas le cas, encore une fois, et que le mois prochain, nous débattions d'un autre drame et nous nous posions les mêmes questions avec la même absence de réponse. Commissaire Vallée, c'est récurrent, ces affaires que vous, policiers ou gendarmes, traitez tous les jours ? Vous savez, je ne suis pas un adepte des citations philosophiques, mais Blaise Pascal disait que la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Mais moi, j'ai regardé les chiffres du ministère de la Justice, donc ils sont officiels et consultables sur le site internet. Vous savez, tenez-vous bien, qu'on a une personne sur 3 qui va en prison à l'issue d'un procès devant le juge lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 6 mois. Et c'est pire, pour les peines supérieures à 6 mois, c'est une personne sur 5 condamnée qui va en prison. Quand l'idéologie qui préside la justice de notre société, c'est la liberté des voyous et des délinquants plutôt que la préservation et la protection des victimes, tout est dit. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que les policiers et les gendarmes font leur travail. Je rappelle que pour les homicides, pour les meurtres, pour les assassinats, on a quasiment 80% de taux d'élucidation dans ces affaires par nos services de police et de gendarmerie, malgré une procédure qui est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile, où on a de la part belle aux délinquants, aux personnes mises en cause, aux personnes qui sont entendues, alors que les victimes, elles sont encore la dernière roue du carrosse, malgré les dernières évolutions. Et de toute façon, vous avez bien compris que depuis 20 ans, on nous promet 70 000, 80 000 places de prison, et qu'aujourd'hui, on est toujours à 63 000 pour 74 000 quasiment détenus. Donc tant que la volonté politique, elle sera pas forte, elle sera pas concrète, tant que les places de prison ne seront pas réalisées, tant qu'on n'aura pas les peines planchées, ce qu'on réclame modestement, je vais prendre la période depuis laquelle je m'exprime sur les médias, depuis 3 ans, on continuera malheureusement à avoir tous ces faits où on dénombre les victimes plutôt que d'incarcérer les voyous. Et j'en terminerai là. On peut mettre plus de bleus, plus de policiers et de gendarmes sur la voie publique, plus de policiers et de gendarmes dans les services d'enquête. Tant qu'on mettra pas plus de voyous de multirécidivistes en prison, malheureusement, on pédalera dans la semoule. Et ça, c'est une réalité. On fait une toute petite pause. On continue ce débat dans un instant sur la mort de cette jeune fille. On entendra l'avocat du suspect qui, lui, livre une autre version, évidemment, de ce qui s'est passé. 18h15 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque toujours la mort de cette jeune fille de 18 ans, Siem, dont le corps a été retrouvé cette nuit dans une forêt du Gard après les aveux du principal suspect, un homme de 39 ans. On va écouter l'avocat de cet homme qui dit qu'il y avait bien une relation amoureuse entre eux deux, alors que la famille de la jeune fille dit exactement le contraire. On écoute Maître Darrigade, interrogé par Stéphane Burgat d'Europe 1. C'est expliqué dans le contexte passionnel, dans le contexte d'une relation amoureuse qu'il n'a pas su gérer et qui était certainement ce soir-là pour une raison qui n'est pas encore tout à fait déterminée, qui est devenue conflictuelle. Et c'est un geste qui n'avait été évidemment pas prémédité, qui a créé l'irréparable. C'est une relation clandestine, évidemment, à bien des égards, parce qu'il était plus âgé qu'elle, parce qu'il y avait un lien de parenté entre elle et son ex-compagne. Donc il y avait, évidemment, c'était une relation qui était difficile à assumer de part et d'autre, et il a bien conscience qu'il aurait dû y renoncer, mais le sentiment amoureux est venu gouverner tout ça, et ensuite on est tombé dans un climat plus passionné qu'autre chose. Voilà pour la version de l'avocat du suspect. Je rappelle encore une fois que l'avocat de la famille dit non, il n'y avait pas de relation amoureuse. Là, c'est l'enquête maintenant, commissaire Vallée, qui va permettre de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Comment est morte cette jeune fille ? Est-ce que le geste était prémédité ou pas ? Oui, d'abord, il y a une garde à vue du principal suspect qui est en cours et qui permet, le temps que la justice et la gendarmerie aient à disposition cette personne, de pouvoir rassembler le maximum de preuves. Et puis après, évidemment, comme c'est un crime, il y a une instruction qui sera obligatoire avec l'ouverture d'une information par le parquet qui saisira un juge d'instruction. Et d'ailleurs, le juge d'instruction mènera toutes les investigations
avec l'appui des services d'enquête qui saisira, pour pouvoir faire toute la lumière sur les points noirs, ou en tout cas les zones d'ombre qui peuvent présider sur cette affaire. Absolument. Éric Nolot, il faut maintenant que l'enquête avance afin qu'on puisse déterminer ce qui s'est passé pour la famille aussi. Non, mais pour la famille aussi, qui doit connaître toute la vérité, pour aussi décider de la peine, évidemment, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, sur le fond de l'affaire, sur le fond des questions que nous avons évoquées, ça change rien. Le profil de cet individu, qu'il ait eu une relation ou pas avec cette jeune fille, cette jeune femme, ne change rien à l'affaire et aux questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Éric Revel. Quand j'écoute Maître Darrigade, j'ai quand même l'impression, si vous voulez, que, vous vous rendez compte, on est déjà dans l'enquête et d'avocats qui vont défendre un criminel comme celui-là. Et c'est son droit, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien sur quel terrain... présumé. Sur quel terrain il essaie d'emmener peut-être son client. C'est-à-dire, c'était une relation cachée, c'est presque un crime passionnel. Bon, on voit bien la construction. Mais je voudrais revenir sur un point qui me semble très important. Tout à l'heure, François Pupponi parlait du mot « explication ». Explication de la justice. Je voudrais mettre autour de ce mot « explication » deux grands corps de la démocratie française, que sont la police et que sont la justice. Quand un policier fait un acte, enfin, sauf si le commissaire Vallée me dit le contraire, mais on lui demande des explications, il y a des enquêtes de l'IGN, pourquoi vous avez fait ceci, dans quelles conditions. IGPN. Pour la justice, il n'y a pas d'explication, il n'y a jamais d'explication. Ce soir, on est en train de commenter de nouveau un crime atroce sur une jeune fille, et la litanie est longue des prénoms qu'on pourrait évoquer. Mais le mot explication, il résonne très fortement. C'est-à-dire, on demande toujours aux policiers de s'expliquer, de commenter, d'argumenter. Et la justice, au nom de l'indépendance, on lui demande jamais de fait. Et on passe à un crime suivant, et on se pose toujours les mêmes questions. Alors l'indépendance, c'est pas moi qui la remettrai en cause de la justice, évidemment, et personne, je pense, ne souhaite la remettre. Mais il faudrait pas que, au nom de l'indépendance, en fait, on cache derrière une espèce de paravent d'excuses une forme d'irresponsabilité. En tout cas, je pense que devant des crimes comme cela, c'est ce que pensent les Français. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir des comptes de la justice. Commissaire Vallée, en un mot. Ça va aller très vite. Ce qui fonde notre pacte social, notre pacte républicain, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et quand je regarde l'article 15, la société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration publique. Les magistrats, c'est l'administration de la justice. Oui. Et vous avez eu raison de souligner, M. Revel, de dire que les policiers, que ça soit l'IGPN, que ça soit la justice, que ça soit le défenseur des droits, que ça soit la hiérarchie, que ça soit aux instances européennes, on rend des comptes à tout le monde. Il n'y a que aux gens lambda à qui quasiment aujourd'hui on ne rend pas des comptes en direct. Sauf que les magistrats, effectivement, on peut être indépendant tout en rendant des comptes, surtout quand on s'exprime au nom du peuple français. Je rappelle que toutes les décisions de justice, en pénal comme en civil, sont rendues au nom du peuple français. Quand vous avez 54,5%, c'est-à-dire plus de la moitié des personnes qui sont présentées à la justice pour des délits et qui font l'objet d'alternatives à la prison, des ordonnances pénales, c'est-à-dire qu'on substitue la peine à une amende, des comparutions avec reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire le plaidé coupable à la française, avec la loi Perben en 2004 qu'il a mis en place, on voit bien que le signal est désastreux. Et effectivement, tant qu'on aura une idéologie parmi certains magistrats couplée à un code de procédure pénale qui préserve le délinquant en affirmant que la liberté est la règle et l'incarcération l'exception, on n'y arrivera pas. Et les policiers et les gendarmes peuvent y mettre tous les moyens du monde, toute l'énergie comme ils le font chaque jour et chaque nuit lorsqu'ils travaillent pour faire des enquêtes, pour retrouver les auteurs, pour rassembler les preuves. Si on n'avance pas sur ces sujets-là qu'on défend et qu'on crie corps et âme, et ben malheureusement on sera à nouveau à commenter ces faits. Ceux qui doivent contrôler les magistrats sont les parlementaires, puisqu'on a le droit une commission d'enquête. On a constaté avec Outreau, avec d'autres, par exemple l'affaire Sarah Halimi, qu'il y a eu un dysfonctionnement. La justice n'en tire aucune conséquence. C'est-à-dire que même quand les parlementaires sont dans leur rôle de contrôler le fonctionnement de la justice, puisqu'on a le droit et même le devoir de contrôler les services publics, la justice n'en prend pas acte. On considère qu'en fin de compte, ils sont au-dessus de tout cela. Le juge Burgot, je vais très vite. Il n'a jamais été sanctionné. De l'affaire d'Outreau. Il est passé à l'antiterrorisme. C'était un fiasco. Il a été mis au placard pendant quelques temps au tribunal judiciaire de Paris. Il a été réintégré. Par contre, le juge Skirtis, qui préside les comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Paris, il est sévère avec les délinquants et du coup, il subit une véritable cabale médiatique et d'une partie des syndicats de la magistrature parce qu'il protège les victimes plutôt que de penser aux délinquants. Alors, on va juste essayer de joindre le général François Daoust, qui est l'ancien directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie. Bonsoir, général. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, merci beaucoup d'être avec nous. On évoque cette terrible affaire. Là, le travail des enquêteurs sur le terrain va être absolument crucial pour savoir exactement ce qui s'est passé pendant la nuit du meurtre. Tout à fait. Alors, il faut savoir que la procureure de la République s'est rendue avec les enquêteurs
au lieu sur les indications du mis en cause qui est maintenant mis en examen pour la découverte de cette jeune femme, eh bien, la procureure a immédiatement ouvert une information et elle a demandé au juge d'instruction de se rendre sur place. Donc, et dans le cadre de l'article 92 du Code de procédure pénale, c'est le juge d'instruction qui reprend, suite au réquisitoire bien sûr introductif de la part du procureur, avec une information. Et là, ce qui était fait en préliminaire, ou plutôt qui était fait en flagrant délit, eh bien, passe dans une information qui est un autre moment de l'enquête, qui est une autre enquête, et une enquête que j'assimilerai à de la dentelle. C'est-à-dire que là, on va rechercher les moindres détails dans la vie du mis en cause, du mis en examen, dans tout ce qu'il a pu faire, de son enfance jusqu'à l'acte, et comprendre aussi le passage à l'acte, sans s'arrêter uniquement à des déclarations qui pourraient être de circonstances, des aveux qui pourraient être préparés, comme disait tout à l'heure un de vos interlocuteurs, pour la défense, ou comme disait l'avocat de la famille. Donc, tout va être détricoté et repassé à l'aune des faits, et des éléments matériels que pourront apporter par exemple l'autopsie et tout ce qui aura été trouvé avec la téléphonie, avec l'environnement de cette jeune femme et de cet homme. Absolument. Et en garde à vue, le suspect a dit qu'il l'avait étouffé pour l'empêcher de parler ou de crier. Ça, l'autopsie permettra de savoir si c'est la vérité ou pas. Tout à fait. L'autopsie, elle va donner beaucoup de choses. Est-ce qu'elle aura été droguée, pas droguée? Est-ce qu'elle aura reçu des coups? Est-ce qu'elle aura eu un écrasement de la glotte qui est caractéristique d'un étranglement et pas seulement une main devant la bouche? Il faut bien le comprendre. Et est-ce qu'il y a des traces de relations sexuelles plus ou moins violentes qui seraient de nature à prouver qu'il y a aussi une agression sexuelle derrière? Donc, beaucoup de choses vont découler de cette autopsie sur les circonstances de la mort, mais ça n'empêchera pas tout ce travail millimétré de connaissances pour avoir la vérité sur ce passage à l'acte. Effectivement, et l'enquête se poursuit évidemment. Quelles seront les suites judiciaires à l'heure où on se parle, Général ? Alors, les suites judiciaires, il y aura certainement une requalification des faits d'inculpation, où on va passer au meurtre, peut-être meurtre, séquestration, etc., suivi de meurtre, voire de torture, ou d'actes de torture ou de barbarie, de viol. Là-dessus, tous les éléments vont changer dans la qualification, et derrière, au procès, le quantum de la peine ne sera pas forcément le même. En tout cas, les circonstances atténuantes ne seront pas forcément reconnues. Mais là, c'est un autre débat. On sera sur le procès où il y aura une bataille d'avocats. Bien sûr. Et là, le fait que le suspect est avoué ne change rien à la peine, on est d'accord ? Pour l'instant, ça ne change rien à la peine. Il faudra voir les circonstances exactes qui vont soit les aggraver, soit les laisser en l'état. Merci beaucoup, Général Daoust, d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre, ancien directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie, avec cette enquête qui va se poursuivre pour cette jeune fille. Jean-Sébastien Ferjou, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce dossier ? Mais sur la responsabilité, pas en soi sur l'enquête et sur ce qui vient d'être exposé, mais il y a une responsabilité de certains magistrats. Mais après, quand on regarde bien, le syndicat de la magistrature n'est pas majoritaire dans la magistrature. Il y a quand même vraiment la question des moyens et la responsabilité des politiques. Georges Fenech le rappelait très bien tout à l'heure, c'est parce qu'on a déconstruit ou orienté le droit dans ce sens-là aussi, dans le sens d'un plus grand laxisme, qu'on en arrive à cette situation-là. Et regardez, il y a une telle responsabilité politique. Moi, je ne comprends pas la majorité. Je ne comprends pas d'ailleurs la politique pénale d'Emmanuel Macron qui dit qu'il veut de la fermeté, ou Gérald Darmanin nous l'explique régulièrement. Il avait quand même nommé Madame Belloubet, qui s'inscrivait exactement dans le fil idéologique de Christiane Taubira pendant son premier quinquennat à la chancellerie. Là, maintenant, c'est Éric Dupond-Moretti. Mais regardez le choix qui a été fait la semaine dernière. La présidente de l'Assemblée nationale, à qui il revient de proposer la nomination de membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui a-t-elle choisi ? Donc elle est Renaissance, elle appartient à la majorité présidentielle. Elle a choisi une magistrate qui avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue », et elle avait été contre la loi séparatisme. Donc même chose, on peut imaginer. Et donc ça n'est pas neutre, parce que pour le coup, il n'y a effectivement pas de responsabilité des magistrats dans ce pays, mais le Conseil supérieur de la magistrature est quand même celui qui veille aux nominations, à l'évolution des carrières. Quand vous avez des gens qui, d'une part, vous disent qu'ils réclament de la fermeté, mais la réalité de la politique qu'ils mettent en œuvre, c'est qu'ils nomment au Conseil supérieur de la
la magistrature, donc ceux qui vont piloter de facto la magistrature, des profils qui vont totalement dans l'autre sens, il y a une responsabilité politique accablante. Bon, allez, un dernier mot là-dessus, Éric Nolot. Non, mais je ne crois pas que ça soit le problème que le syndicat de la magistrature soit majoritaire ou pas. C'est un air du temps, en réalité. C'est un terreau général où on décide... Même la majorité actuelle... Où bien malgré eux, parfois, on suit la doxa, on suit l'air du temps. L'air du temps, pour l'instant, est au laxisme et à la mansuétude. Et on ne veut pas sortir de là. Et on se demande combien de drames il faudra avant qu'on puisse engager une réflexion démocratique, peut-être, parce qu'on peut aussi prendre la question... Oui, mais on a l'impression que... je parlais de fatalité tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a des domaines où c'est extrêmement difficile de bouger, peut-être par manque de courage politique ou parce que les institutions sont trop grosses. Je pense à l'éducation nationale. L'éducation nationale, où on a parfois des ministres avec beaucoup de bonne volonté, ils n'arrivent pas à faire bouger les choses, ou en tout cas très peu. Et des gardes des Sceaux, peu importe leur orientation, on a l'impression qu'ils vont laisser le ministère de la Justice dans le même état qu'ils l'ont trouvé, s'ils n'ont pas aggravé cet état. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas changer les mentalités des magistrats ou des enseignants qui sont en place. On ne peut faire que sur une génération avec le renouvellement. Mais François, ils appliquent quand même la loi qui a été votée. Il se trouve que les lois votées... Ils l'appliquent aussi à leur manière. En fait. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais quand on regarde ce qui s'est passé sur le code pénal, justement, malgré tout, le fait de moins aller en prison, etc., ça vient quand même du code pénal. Donc je suis d'accord avec vous, on ne peut pas changer d'un coup de baguette magique la mentalité des magistrats, mais ils appliquent la loi votée un dernier mot, par les majorités commissaire Vallet, parlementaires. là, sur le code pénal, effectivement, c'est... Alors c'est le code de procédure pénale, puisque c'est le code de procédure pénale en France qui régit notamment la procédure et puis comment on met la politique pénale en place, et le code pénal qui prévoit uniquement les peines et les infractions de notre société. Le code de procédure pénale, ça fait 15 ans, vous voyez, depuis l'instauration de la présence des avocats en avril 2011, lors des phases de garde à vue, qu'on nous annonce le grand soir de la simplification, et malheureusement à chaque fois ça se transforme au grand soir de la débâcle et de la déroute de notre système, puisque finalement on alourdit le travail des enquêteurs, on alourdit la procédure, et puis comme c'est pas suffisant d'être sur le dos des victimes et des policiers pour les empêcher de travailler, de retrouver les auteurs et de rassembler les preuves, vous avez aussi maintenant les instances européennes qui, notamment sur les factures détaillées ou les interceptions téléphoniques, rajoutent encore des strates et des strates, parce qu'évidemment, pour certaines personnes, visiblement, le problème, c'est pas les délinquants qui sévissent en France, c'est plutôt les policiers qui essayent de les interpeller pour qu'on n'ait pas des victimes encore plus à commenter sur le plateau. Donc là, malheureusement, quand on aura compris ça, j'ai l'impression qu'on aura avancé sur beaucoup de choses.